Alors, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parlé de mon livre sur la théologie de la provocation. Mais étant donné les événements récents, j'ai pensé les mettre en relation avec les changements que l'on vient qui sont en cours dans le monde et qui évidemment concernent ces thèmes que j'ai abordés dans mon livre. À savoir, bien sûr, le thème principal, c'est celui que j'ai désigné comme étant la théologie de la provocation. La provocation, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de mystification, en fait, et d'emprise sur les esprits à travers un système qui donne le pouvoir à une minorité sur une majorité de gens, à savoir qui court-circuite en quelque sorte le rapport entre les États et les peuples pour instaurer une idéologie qui est présentée comme l'expression d'une vérité absolue et qui, en réalité, repose sur une inversion permanente des valeurs, des rôles, et donc sur une substitution, comme je l'ai déjà dit dans une autre conférence, une substitution de la parole à la réalité. Donc, mystification, emprise, fascination, moyen de persuasion non par la force brutale, non par une terreur ouverte, mais par une sorte de chantage permanent, de contrainte qui s'exerce à l'intérieur de la société et qui met en jeu les mécanismes, on pourrait dire, grégaires, des mécanismes qui contribuent à souder la masse dans une opinion qui apparaît comme une opinion dominante et qui, en fait, devient une sorte de tabou contre lequel il est indécent, incorrect, malséant, immoral de s'élever. Donc, au fond, l'instauration d'un consensus. Alors, j'ai fait une sorte de parcours dans l'histoire et j'ai voulu remonter aux sources de cette entreprise de domination des esprits. Et en fait, à l'origine, j'ai trouvé tout simplement le nihilisme. Et je pense qu'on peut trouver une corrélation ou même une analogie entre cet état, cette situation que j'ai décrite et qui, me semble-t-il, existe dans nos sociétés occidentales, avec ce phénomène qui est né en Russie dans les dernières années du 19e siècle, plutôt à partir des années 70, que l'on a appelé le nihilisme, et qui a peu à peu, entre le peuple, la majorité du peuple, qui était, comme on le sait, constitué de paysans, et l'État tsariste, qui était en voie, il faut bien le dire, de décadence, a créé un nouveau pouvoir, un pouvoir qui s'exerçait par la littérature, par les journaux, par l'action politique, par la propagande, et qui a engendré, comme on le sait, un terrorisme qui n'est pas non plus sans analogie avec le terrorisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. J'ai employé les termes de mystification et d'emprise sur les esprits. Effectivement, la force de ce système de domination, elle repose dans le langage, dans l'utilisation de mots qui, comme je l'ai dit, se substituent aux faits, se substituent à l'expérience vécue. Des exemples, toute l'histoire, on peut dire,
depuis la chute du tsarisme, depuis la Révolution d'octobre, la Première Guerre mondiale, qui ont été des catastrophes inaugurales de cette longue période marquée par la succession des totalitarismes, eh bien, toute l'époque, disons, est jalonnée, n'est-ce pas, par des exemples de ce renversement, de cette inversion qui constitue disons, à créer le vide au nom de valeurs qui sont constamment bafouées par ceux-là même qui les proclament. Donc on a parlé très souvent d'une ère du vide. Et ce vide, je pense qu'on doit l'assimiler à une opposition qui me paraît fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler une structure verticale des valeurs et une structure horizontale. L'Occident manipule avec un extraordinaire brio des solutions horizontales aux problèmes qui se sont posés à l'aube de notre modernité et qui est le problème du rapport entre la masse et la puissance. J'ai renvoyé souvent au grand livre de Elias Canetti sur la puissance et la masse, qui n'a jamais eu beaucoup d'écho chez nous, et pour cause, et qui bizarrement était très lu dans les pays communistes, parce que moi je l'ai lu pour la première fois dans sa version polonaise dans les années 60. Et donc je crois que c'est un rapport fondamental, car qui détient la puissance sur cette masse croissante qu'il faut endiguer, qu'il faut canaliser, et que l'on ne peut donc maîtriser que par la manipulation, que par cette espèce de substitution, n'est-ce pas, permanente d'un langage qui est déconnecté des réalités aux expériences que les gens sont en train de vivre. Alors j'ai rattaché cette problématique, que vous me demanderez pourquoi j'ai appelé cela la théologie de la provocation. Je me suis référé, on parlait avec frère Thierry de Joseph de Maistre, à ce que Joseph de Maistre a dit de la Révolution française, à savoir qu'elle était un châtiment de Dieu contre les hommes qui avaient péché. Rozanov a appliqué ce même verdict, en quelque sorte, ce même diagnostic plutôt, à la Révolution russe, en considérant que, au fond, les victimes de la Révolution russe, à savoir cet empire tout-puissant, étaient aussi coupables, n'est-ce pas, avaient leur part de responsabilité dans le désastre qui frappait le peuple russe. Et donc, ce qui est en jeu, c'est cet aveuglement des esprits, n'est-ce pas, qui sont, disons, qui sont sous la pression d'un discours dominant qui est destiné à coaguler la masse, n'est-ce pas, à l'unir d'une façon tellement compacte que aucun choc ne semble pouvoir, n'est-ce pas, l'ébranler. Or, curieusement, on aurait pu croire que les jeux étaient faits dans nos sociétés avec l'hégémonie de l'impérialisme, on peut dire, américain, qui a une cour avec ses vassaux qui se trouvent à Bruxelles et qui semblait exercer une domination incontestée, incontestable sur les esprits, puisque au fond les populations automatiquement, d'une manière assez, disons, passive, semblaient plier sous le joug d'un système pourtant profondément injuste, inégalitaire, qui creuse sans cesse de nos élites, parce qu'on semble considérer que le peuple a toujours tort, puisqu'on renonce à la plupart des candidats, à l'exception d'ailleurs de M. Fillon, semble renoncer à user du référendum,
Et si on pense aux exemples précédents, on peut constater que ces référendums n'ont jamais été suivis des faits, et ça, ce qui veut dire que les élites dirigeantes n'ont jamais tenu compte de la vie des peuples. Alors je vous avoue que personnellement, j'ai toujours été très critique envers la démocratie. Non pas envers la démocratie comme, en tant que telle. On pourrait admettre avec Churchill que c'est le moins pire des régimes. Mais cette manière de donner la priorité à la majorité m'a toujours, paru suspecte. Et en même temps, ça m'a paru comme une convention, non, comme une autre, mais qui ne pouvait pas exprimer véritablement, la vérité, n'est-ce pas, telle qu'on la présente d'habitude. La vérité de l'opinion, bien sûr. Et puis cela prêtait à toutes sortes de manipulations. Et enfin, on a toujours constaté que depuis que la démocratie existe, tous les gouvernements qui ont été élus de cette façon démocratique ont systématiquement violé les promesses qu'ils faisaient et donc substitué à leur programme, au programme sur lequel ils étaient élus, un autre programme qui est